Nous allons entamer cette troisième table sur l'autonomie reproductive des femmes dans la législation belge. D'un point de vue féministe, on va recevoir pas mal de juristes. On va faire le focus sur le vécu des femmes dans des situations et le fait qu'il y ait absence de loi, flou sur cette loi. Nous allons peut-être d'abord inviter les intervenants à monter là au-dessus pour vous avoir avec nous. J'appelle donc Stéphanie Wattier, Michel Hirsch, Geoffroy Willems, Geoffroy ou Geoffrey ? Geoffrey, pardon. Et Myriam Benjatou. J'ai dit tout le monde, Catherine Houba aussi. Tout le monde est là. Et nous allons commencer avec notre juriste maison, Justine, qui a la lourde tâche de faire un petit aussi résumé du cadre légal, n'est-ce pas ? Pour introduire cette troisième table. Donc, comme vous l'avez remarqué dans le programme, normalement c'est Madame Benjatou qui devrait prendre la parole, mais elle s'excuse, elle est malade. Et donc j'ai la lourde tâche de la remplacer. Et donc je vais commencer par... Donc, je vous ai dit, on l'a dit, je suis juriste et je trouve que c'est très intéressant, après les discussions qu'on a eues ce matin, de justement avoir un peu un regard féministe et juridique sur toutes ces questions, puisque le droit, en fait, est quand même une structure encore beaucoup et va continuer à structurer énormément les interactions humaines, l'accès à des services et donc la société, en tout cas quand elle est démocratique comme en Belgique. Alors, pour commencer, j'avais envie de citer une magistrate belge et ancienne juge à la Cour européenne des droits de l'homme qui m'a beaucoup inspirée et qui continue à m'inspirer. Vous la connaissez peut-être, Françoise Tulkens. Donc elle a écrit « Elle s'est questionnée sur quel rôle le droit peut-il jouer dans le combat pour les droits des femmes. Ne doit-il pas plutôt être mis en accusation ? Lui qui a longtemps placé la femme dans une infériorité principielle, avant de dénier sous couvert d'égalitarisme formel la nécessité de réserver une réponse différenciée à certaines situations spécifiques que la question du genre soulevait inévitablement. Instrument de reproduction des inégalités, le droit est cependant aussi un puissant levier de transformation du réel, suivant la finalité qu'on lui assigne. Éminemment plastique, ce matériau se prête adéquatement à la lutte pour une société authentiquement inclusive. Ses ressources sont sans limite pour qui veut bien en prendre la peine de s'y pencher. Donc je pense que cette réflexion permet d'introduire les discussions qui vont être menées lors de cette troisième table. Et après cette position de principe et cette réflexion de Françoise Tulkens, j'ai envie de vous donner un exemple pratique pour aussi contextualiser un peu et qu'on comprenne où on en est de nouveau en 2023. Donc, en 2023, on reconnaît l'importance de mettre des lunettes genre et même plus, la Belgique en 2007 a adopté une loi qu'on appelle la loi Gender Mainstreaming. Et donc c'est une loi qui permet d'intégrer une perspective d'égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les étapes des politiques publiques. Donc par exemple, l'adoption d'un texte juridique passera un examen de genre. Alors, mais malgré cette loi, il y a un avant-projet de loi de réforme du droit pénal sexuel qui a été discuté et puis voté il n'y a pas longtemps. Et à la question de savoir qui était concerné par ce texte, donc on parle bien de droit pénal sexuel, le cabinet du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a répondu que le pourcentage d'hommes et de femmes visés par l'avant-projet n'était pas connu. Un petit moment de silence. Vu les chiffres des violences sexuelles faites aux femmes par les hommes, cette déclaration elle est complètement incompréhensible. Et donc voilà, c'est pour vous montrer que on a une position de principe que je partage et que je pense qu'on est beaucoup à partager, mais que c'est vrai quand on doit la mettre en pratique, on voit que de nouveau c'est pas une priorité et en tout cas les effets ne sont pas là sur le terrain. Voilà. Donc, voilà. Je vais demander à Michel de poursuivre le contexte, le socle du contexte juridique. Michel Hirsch, vous êtes avocate pénaliste au barreau de Liège, de Bruxelles. Pourquoi je ramène tout à Liège, moi ? Depuis qu'on a dit qu'il y avait beaucoup de violence à Liège, je ne m'en remets pas.
Nous sommes 2, 3 comme ça. Michel, où en sommes-nous en matière de législation? Elle n'est pas encore tout à fait féministe, hein, notre législation dans ces matières. Dressez-nous un petit peu ce contexte. Oula. Vous avez 3 minutes 30. Il ne faudra pas ça, mais écoutez, je vais parler d'une seule question dans un premier temps, et on verra pour les questions éventuellement après. C'est l'avortement. Par rapport à la législation, et plus spécifiquement par rapport à la législation pénale. Alors, je suis pénaliste. Ça veut dire que je m'intéresse à tout ce qui est sanctionné pénalement. Et je suis aussi paranoïaque, parce que je suis avocat et praticienne, et j'ai l'occasion de défendre des gens qui sont poursuivis. Et donc, c'est sous cet angle-là que j'ai examiné la loi sur l'avortement et l'évolution de la loi sur l'avortement. Alors, parano, on dit parfois vigilante et prudente, disons. Et toute la question est de savoir, est-ce qu'il pourrait y avoir des poursuites aujourd'hui à l'égard tant des femmes qui avortent que des médecins ou des soignants d'une manière générale? Et la réponse est indubitablement oui. Alors, je ne vais pas dire que les choses n'ont pas évolué, mais je vais dire que les choses ont évolué, non pas plus de la même chose, mais un peu moins de la même chose. Sylvie Losberg, ce matin, disait en forme de boutade, l'avortement, c'est pas très bien, a-t-elle dit. Eh bien non, l'avortement est une faute et est une infraction pénale. Quelle est la question de l'autonomie de la femme par rapport à une infraction pénale? Eh bien, la réponse, elle est très claire si on lit les textes et qu'on s'en réfère au droit pénal. Si c'est une infraction pénale, il n'y a pas d'autonomie. Il ne peut pas y avoir d'autonomie. Le Code pénal de 1867, je ne vais pas vous faire l'histoire des différentes législations, mais le Code pénal de 1867 prévoyait des peines de 2 à 5 ans pour celui qui faisait avorter une femme qui a consenti. La femme était sanctionnée de la même peine. 2 à 5 ans, c'est un délit. La plupart des dispositions du Code pénal de 1867 sont d'une manière ou d'une autre toujours en vigueur aujourd'hui. Et j'y reviendrai. Mais l'esprit du Code pénal est de dire qu'il y a d'une part des avortements forcés et d'autre part des avortements auxquels on a consenti, disons libres. Les deux sont sanctionnés pénalement, peine de prison et peine d'amende. Vous avez la loi de dépénalisation partielle dans laquelle on fonctionne toujours aujourd'hui. En réalité, exactement de la même manière. Et la loi du 15 octobre 2018, peut-être que l'état de détresse a été supprimé, mais pour le reste, c'est une loi purement cosmétique qui n'a absolument rien changé. Absolument rien, n'est-ce pas?
de fondamental en tout cas, mais même de moins fondamental. La loi de 2018 a maintenu dans le code pénal sensu stricto, donc ça c'est le droit pénal, d'accord? Il y a dans le droit pénal le code pénal. Et dans le code pénal, il y a un titre 7, crimes et délits contre l'ordre des familles, aujourd'hui et maintenant, un chapitre 1er qui s'appelle de l'avortement, et de l'avortement dans le chapitre du code pénal que je viens de vous dire, réprime l'avortement forcé. Les dispositions sont les mêmes depuis toujours. Depuis toujours. Il y en a une que je voudrais simplement vous citer parce que peut-être qu'on y reviendra par après. Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement mais sans intention de le produire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans. Ça, c'est le code de 1867. J'attire votre attention là-dessus parce que c'est énorme en fait. On tabasse une femme qui est une femme enceinte. À la suite des coups, elle avorte. La répression de cette infraction, où je vous ai dit la sanction, 2 ans. 2 ans d'emprisonnement. C'est vous dire la hiérarchie des coups et blessures volontaires aux femmes dans notre code pénal. Et cet article-là, il existe toujours. On peut y revenir. Avortement forcé d'un côté, et quelques pages plus loin, on a déplacé une série d'articles en les recopiant totalement, intégralement, et on les a mis dans le code médical. Il s'agit là de l'avortement consenti. D'accord? L'avortement consenti, toujours sanctionné pénalement. Pas dans le livre 1 du Code pénal, mais à une autre page du livre de Code pénal. Les mêmes sanctions, exactement les mêmes sanctions pour les mêmes comportements. Il y a une infraction que pour les soignants qui sont ici, je voudrais relever, qui se trouve maintenant dans le code médical et qui est un crime qui a été recopié du code de 1867, qui est toujours exactement le même. C'est celui d'avoir procédé à l'avortement d'une femme qui décède, qui a consenti à l'avortement, mais qui décède des suites des moyens pour l'avorter. C'est difficile à définir pénalement qu'est-ce que c'était les moyens, etc. Mais ça n'empêche la sanction de cet acte médical-là, parce qu'il y a des tas de circonstances dans lesquelles il peut y avoir un accident, il peut y avoir le décès, il peut y avoir, etc. La sanction est une sanction criminelle qui se trouve, pour vous dire qu'on a dépénalisé la loi sur l'avortement, mais donc ça se trouve dans le code médical et pas dans le titre 1 du code pénal, 5 à 10 ans de prison. 5 à 10 ans de prison, c'est un crime pour une femme qui y a consenti. Si elle n'a pas consenti et que c'est un avortement forcé, ça se trouve toujours au même chapitre que je vous ai dit tout à l'heure, et alors la sanction est un peu plus forte, c'est 10 à 15 ans, je crois. Mais bon, pour vous dire, dépénalisation, écoutez, on nous prend pour des débiles, quoi. Hein. C'est pas parce qu'on change de page dans le code pénal, la réalité, elle est là. C'est pas ? Et la réalité, elle est là. Et il y a quelques années, très longtemps, parce que je fais figure un peu de dinosaure,
on a poursuivi sur base de cette même logique-là, c'est-à-dire c'est les affaires Rubinon, dans la foulée de l'affaire Peirce, dont Dominique Rouanet a parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? Donc, c'était les articles que je vous ai dit tout à l'heure de 1867 qui prévoient pour l'avortement libre, on va le dire comme ça, consenti, une peine délictuelle, donc de maximum 5 ans de prison. Dans la foulée de l'affaire Peirce, il y a eu un accord entre les différents procureurs généraux de Belgique, il y en a 5. Ils se sont mis d'accord, en réalité, pour ne pas poursuivre ni les médecins, ni les femmes. Et le procureur général de Bruxelles, qui s'appelait M. Van Onstee, je pense, a décidé de rompre la trêve, puisque le code n'avait pas été modifié, puisque les textes existaient, comme aujourd'hui, exactement la même chose qu'aujourd'hui. Les textes existent. La répression a diminué, ça n'est pas 5 ans, mais c'est 1 an. L'amende existe toujours. Donc la répression existe toujours. Et M. Van Onstee a décidé qu'à Bruxelles, en tout cas l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, on allait poursuivre les femmes et les médecins. Et c'est l'affaire Rubinon pour les médecins. Pour les femmes, moi j'étais jeune avocate. Je me rappelle très très bien. J'ai défendu une jeune fille qui était étudiante et qui était enceinte et qui avait décidé d'avorter et qui était poursuivie devant le tribunal correctionnel. Et je l'ai défendue. Et quoi? Eh bien, elle a été en fait condamnée. Elle a eu une suspension du prononcé, mais ça équivaut à une condamnation. Okay? Ça veut dire, mademoiselle, si vous recommencez, on prononcera une sanction pénale. Bon. Pour ma petite cliente à l'époque, c'était pas trop un problème, encore que être confronté au tribunal correctionnel à des poursuites pénales, c'est pas rien, hein? C'est pas rien. À aucun niveau, c'est rien. D'accord? On ne sait pas au départ ce qu'on va avoir et comment les choses vont se passer. Ok? Mais pour les médecins, la même chose ne pouvait pas valoir, n'est-ce pas? Parce qu'ils allaient recommencer. Et la loi était la même, bien sûr. Alors bon, professeur Rubinon et les autres, dans un premier temps, il y a une condamnation à une peine de prison avec sursis. Ça veut dire qu'on ne va pas en prison. Et c'était 18 mois, je crois. Et en appel, la Cour... C'était pas ça pour... Non, pas pour tout le monde. Je vois pour qui, mais pour Rubinon, en première instance, c'était 18 mois. Enfin, il y a eu d'autres condamnations par d'autres tribunaux. Enfin, bon. La Cour d'appel de Bruxelles, correctionnelle, a acquitté les médecins. C'est l'affaire Rubinon. Est-ce qu'elle les a acquittés pour état de nécessité? C'est-à-dire, il n'y a pas d'état de nécessité, ça veut dire qu'on a agi en commettant une infraction pour préserver une valeur qu'on pensait supérieure. D'accord? Et donc, c'est le choix. C'est le fait de commettre une infraction, avorter, pour préserver une valeur plus importante. Bon, pas du tout pour ça. Ils ont été acquittés pour erreur invincible. Erreur invincible sur quoi? Sur la possibilité d'être poursuivis, puisque tous les procureurs généraux de Belgique avaient décidé qu'on ne poursuivrait pas. C'est dire que pour que les choses ne se répètent pas, il fallait changer la loi. Il fallait la changer. Et la loi a changé. La loi a changé, on a dépénalisé, mais on a dépénalisé dans le même esprit que la poursuite des infractions suivant le code de 1867. Et c'est ça qu'il faut comprendre. On n'a pas dit on a le droit d'avorter. Pas du tout. On a dit on ne peut pas avorter, sauf si on respecte certaines conditions qui, si elles ne sont pas respectées,
sont susceptibles d'être sanctionnés pénalement. Lesquels? Le délai, mais pas que le délai. Informer la femme, pas des moyens d'avortement, parce que ça, ce serait la défense du droit à l'avortement, mais des possibilités qu'elle a pour ne pas avorter. Hein? C'est ça, hein? Vous devez, comme soignant, dire, mais attention, hein, vous avez la possibilité de le faire adopter, votre enfant, et si vous ne le dites pas, vous êtes dans les conditions de l'article 2 qui permettent de vous incriminer, de vous poursuivre pénalement, hein, il faut respecter un délai de 6 jours. D'accord? Et si on ne le respecte pas, on est susceptible d'être sanctionné pénalement. La femme aussi, la femme et le médecin, les deux. Donc, autonomie, bonjour, quoi. Hein? Tant du point de vue de la femme qu'on met sous tutelle, avec l'aide des médecins. Hein? Bon, bien sûr, puisque eux aussi, ils sont obligés de faire la même chose. D'accord? Ce n'est pas une décision libre. Vous vous rendez, vous dites, voilà, moi je veux avorter maintenant. J'ai décidé, j'ai examiné les choses, je veux avorter maintenant. Vous êtes en infraction, hein? D'accord? Vous êtes en infraction. Non, on vous dit, vous êtes sûr, vous voulez avorter le plus vite possible? Vous allez réfléchir une petite semaine quand même, hein? Pour être sûr que ça se passe bien et que vous êtes vraiment sûr, hein? D'accord? Et si vous ne le faites pas, sanction pénale. Et tout est comme ça dans cet article 2, soi-disant de dépénalisation de l'avortement, qui a été disjoint du livre 1 du Code pénal. D'accord? Bon. Il y a une exception où les femmes ont pu avorter sans condition, en Belgique. Vous devinez quand? En 60. En 1960. C'est quoi 1960? L'indépendance du Congo. Réservée aux femmes blanches, s'il vous plaît. Le gouvernement s'est mis d'accord avec tous les parquets de Belgique pour que les femmes blanches enceintes d'un noir, oui, puissent avorter avec l'accord de 4 universités. Ah ben oui, il fallait bien les avorter quelque part, hein? Enfin, des centres hospitaliers, je suppose, j'en sais rien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de documentation à cet égard, n'est-ce pas? Et donc, c'était le roi Baudouin quand même, hein, à l'époque. Hein? Eh bien, dans ce cas-là, le racisme était plus fort que le curetage. C'est quand même extraordinaire, hein? Mais ça, on parlait de politique en Belgique, mais voilà, c'est ça, de la politique, n'est-ce pas? Bon, j'arrête, parce que je crois que Là aussi, on termine sur un presque slogan, racisme plus fort que le curetage. Non. Alors, je vais quand même dire... C'est quelque chose. Un mot de recommandation éventuelle. Ben, il faut penser totalement autrement, n'est-ce pas? On ne peut pas continuer à essayer de moins de la même chose. C'était pas possible. Alors on va faire un délai un peu plus long, on va faire des sanctions. Alors quoi? Cette logique-là, elle existe. La seule solution, c'est de faire un droit à l'avortement. Alors, qu'est-ce qui a été introduit par la loi de 2018, hein, comme entrave à la liberté d'avorter? Eh bien, l'accident sur le chemin du centre dans lequel vous allez vous faire... Mais c'est ça, c'est incroyable. Donc, on n'a pas dit, vous pouvez être condamné pénalement si vous entravez le droit à une femme de se faire avorter. Non, il faut l'empêcher d'y arriver.
tout le reste, ça va, d'accord? Donc, bon, ça en fait c'est débile. Mais ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est d'incriminer les entraves à l'avortement. De dire il y a un droit à l'avortement. Évidemment que ni les femmes, mais d'abord les femmes, on est quand même un pays, c'est différent en France, même en Pologne, les femmes ne sont pas poursuivies pénalement. Même en Pologne, elles ne sont pas poursuivies pénalement. Nous, en Belgique, on ne respecte pas, on n'a pas écrit qu'on était d'accord, eh bien on est passible de sanctions pénales, enfin. Voilà. Bon, donc, un droit à l'avortement, incriminer l'entrave, c'est des pistes de réflexion, évidemment, ce qui permettrait aussi à des organisations d'agir en justice pour faire respecter le droit. Donc, comme ça, moi, je pourrais aussi faire des choses. Enfin bon, bref, voilà. Merci beaucoup. D'abord pour vous dire que je suis quant à moi constitutionnaliste et non pas pénaliste, donc le regard que je vous propose, c'est un regard d'une personne qui a tendance à regarder la Constitution, la façon dont elle est adoptée, modifiée, mais aussi le droit constitutionnel, c'est comment en fait l'État régule les rapports entre l'autorité et les citoyens, donc comment les choses nous arrivent-elles et comment dans cette vie des citoyens, notamment l'avortement est-il régulé. J'ai beaucoup aimé dans sa conclusion, je ne le vois plus, le docteur Jacques de Rouwer a dit ça avec, je trouvais une spontanéité, une simplicité, je n'aurais pas osé, mais j'avais envie de le dire. Les politiques publiques ont difficile avec l'avortement. Et je trouve que c'est une phrase si simple, mais à la fois si bien pour expliquer, et on va passer au slide premier. Vous vous rappellerez, moi-même j'étais déjà née, je ne m'en rappelle pas, mais en 1990, quand la première loi qui dépénalise partiellement, et on nous a bien expliqué à quel point c'était seulement une dépénalisation partielle, quand cette loi est arrivée sur la table du Sénat, puis de la Chambre des représentants, et on sent l'influence française, il y avait une dépénalisation partielle juste avant en France, eh bien, moment incroyable de politique publique belge, le roi dit « je ne peux pas. Je ne peux pas sanctionner, je ne peux pas signer ». Ça n'est arrivé qu'une fois dans l'histoire de la Belgique. La Belgique, c'est quand même un moment qu'elle existe. Et donc, imaginez la situation. Le roi, ce qu'il a dit, c'est qu'il allait abdiquer. Il n'allait jamais sanctionner cette loi. Donc, quand le roi sanctionne, sans vous faire un cours de droit constitutionnel, la sanction, c'est l'acte par lequel le roi dit « en ma qualité de branche du pouvoir législatif, comme le Sénat et la Chambre des représentants, je suis d'accord avec le texte ». Et donc Baudouin, fervent catholique, on a entendu cette petite anecdote des années 60 que je ne connaissais pas, très intéressante, qui était aussi sous son règne, mais ici il dit « je ne peux pas ». Et donc il écrit à son Premier ministre, Wilfried Martens, en disant « mais il faut trouver une solution, c'est non ou c'est l'abdication ». Et Wilfried Martens va déterrer dans ses vieux cartons un article qui n'a jamais été, ou presque, utilisé, et qui parle de l'impossibilité de régner. Quand cet article a été adopté, ce qu'on visait, c'était la folie du roi. Il y avait eu le roi George IV qui était fou en Angleterre. On ne voulait plus revivre cela. Et on sort cet article qui, ici, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'histoire de folie du roi. Pour dire, écoutez, le roi, voilà, il ne se sent pas très bien. Pendant 48 heures, on le met dans l'impossibilité de régner. Et le gouvernement va sanctionner la loi à sa place. Et puis le roi va beaucoup mieux. Et 48 heures après, la Chambre vote la réhabilitation de Baudouin. Premier moment de politique publique quand même un petit peu interpellant. On va voir qu'il y en a eu un autre très récemment, si on peut passer au slide suivant. Donc ici, c'était déjà pour vous dire que cette idée de conscience, il y a quand même toujours eu une petite note déjà dès le départ dans l'adoption de cette loi de dépénalisation partielle. Alors dans cette loi de dépénalisation partielle, on a ce qu'on appelle une double clause de conscience. Et j'entends qu'il y a des praticiens dans la salle, donc je ne vais pas m'y appesantir pendant trop longtemps. Vous connaissez
toute personne qui soit médecin, infirmier, infirmière, auxiliaire médical, etc. Vous avez regardé dans le texte, c'est amusant. Hein. Il y a infirmier et infirmière au féminin et au masculin, mais médecin, il est qu'au masculin. Enfin bref, petite parenthèse genrée. Pour vous dire donc que depuis que cette loi existe, il est possible pour, on va les appeler le personnel soignant, ils peuvent ne pas concourir à un avortement si ça leur pose un problème de conscience. On dit double clause de conscience parce que non seulement ils peuvent ne pas concourir, mais ils ne doivent pas expliquer pourquoi est-ce que cela leur pose un cas de conscience. Dans la loi de 2018, on a ajouté une obligation d'information. Donc quand un membre du personnel soignant refuse de concourir à un avortement, il doit informer la patiente en disant mais vous pouvez aller chez tel ou tel confrère. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur le fait d'abord que ces clauses de conscience qu'on appelle clauses de conscience individuelles, puisque c'est un individu qui l'invoque, eh bien on a voulu en 2018 y ajouter ce qu'on appelle une interdiction des clauses de conscience collective. Alors, les clauses de conscience individuelles, donc celles qu'on a ici sur le tableau, elles existent dans toutes les lois bioéthiques. Vous avez ça en matière d'euthanasie, en matière de procréation médicalement assistée. Jamais d'obligation de concourir à ces actes-là. Eh bien, figurez-vous qu'on a voulu mettre dans la loi en 2018 une interdiction, je vous disais, des clauses de conscience collective, c'est-à-dire qu'un hôpital dirait « si vous êtes employé chez nous, jamais vous ne pouvez faire d'avortement ». Quelle serait la situation? On imagine un hôpital catholique qui dirait « Monsieur, vous voulez devenir médecin chez nous, eh bien, vous devrez promettre que vous ne ferez jamais d'avortement. » On a voulu que ça n'arrive pas. Donc le but, c'était qu'il n'y ait pas de possibilité d'avoir de telles clauses dans les hôpitaux. Eh bien, cette interdiction de clause, elle a été abandonnée. Par contre, elle existe en matière d'euthanasie. Et là, c'est intéressant de faire la comparaison. En matière d'euthanasie, on ne peut pas avoir un centre hospitalier qui aurait une clause générale disant « chez nous, on ne fait pas d'euthanasie ». Par contre, en matière d'avortement, c'est possible. Donc, à nouveau, moment interpellant des politiques publiques belges, si on peut passer au slide suivant. Alors, saga, de nouveau, on est en 2020, mais la proposition de loi est d'abord déposée par le PS fin 2019. Et quelle est l'idée? On veut assouplir les conditions d'accès à l'avortement. On veut réduire le délai oui, de réflexion de 6 jours à 48 heures et on veut allonger la possibilité d'avorter de 12 semaines à 18 semaines. Alors là, quelque chose d'incroyable se passe. Le texte va à la section de législation du Conseil d'État. Déjà, je me permets de vous rappeler qu'en droit constitutionnel, aller à la section de législation du Conseil d'État, quand c'est une proposition de loi, ça n'est pas obligatoire. Quand ça émane du Parlement, c'est jamais obligatoire. Quand ça émane du gouvernement, c'est obligatoire. Donc déjà, il y a un passage. Bon, d'accord, on le demande. Mais on va refaire passer le texte 3 fois à la section de législation du Conseil d'État, alors que dans son premier avis, le Conseil d'État avait dit pas de problème de constitutionnalité. Donc, en coup à retourner 3 fois avec le même texte, alors que le Conseil d'État avait déjà dit que c'était bon, qu'est-ce que ça allait faire si ce n'est retarder les choses? Et c'était bien la volonté des partis politiques flamands, notamment la NVA et le Vlaams Belang, pour ne pas les citer, qui était de ralentir les choses et en fait que la loi, tout simplement, ne passe pas. Et le plus incroyable dans l'affaire, c'est que finalement, le texte a été mis au frigo. Et pourquoi? Parce que le CDNV a dit « Je veux bien monter dans le gouvernement Vivaldi si on abandonne le texte tel qu'il est sur la table. » Donc à nouveau, moment quand même assez incroyable. Déjà, ce quadruple renvoi à la section de législation du Conseil d'État, il est tellement historique que suite à cela, des partis, et j'ai croisé Sophie Rohoni parce que c'est elle qui est à l'origine de notamment cette proposition-là, il a été proposé que plus jamais on ne puisse retourner autant de fois au Conseil d'État. Parce que, imaginez, si on commence à faire ça, alors déjà que les délais ne sont pas toujours très rapides, ben, on n'en sort plus. Donc, moment assez délicat, vous voyez, puisqu'on a fait de la mise au frigo une condition de formation du gouvernement tel qu'il est, et donc le gouvernement qui est en place, que vous connaissez depuis septembre 2020. Je n'ai plus qu'un slide, et donc comme ça, je n'aurai pas parlé trop longtemps. Ce que je note, c'est que le débat s'est un petit peu déplacé. Depuis l'année passée, donc avant,
j'ai l'impression, de mon regard, dans les politiques publiques, on était fort inquiet d'allonger le délai pour avorter, de réduire le délai de réflexion. Aujourd'hui, il y a une question fondamentale qui est vraiment présente sur le devant de la scène, c'est la question de consacrer un droit à l'avortement et de le mettre peut-être dans la Constitution. Et c'est là qu'évidemment la constitutionnaliste ouvre grand les yeux. Et quelle est la situation? Mais vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis, l'affaire Dobbs qui a été énormément commentée et qui a renversé la jurisprudence Roe v. Wade qui date de 1973 et qui permettait jusqu'alors à toutes les femmes aux États-Unis jusqu'au stade de la viabilité du fœtus d'avoir accès à l'avortement. Donc c'était quand même jusque tard, on parle à peu près de 24 semaines de grossesse. Eh bien, la Cour suprême est revenue sur sa jurisprudence et donc aujourd'hui, ce sont les États qui décident. Donc selon l'État dans lequel vous vivez, vous avez accès à l'avortement, oui, non. Dans les États libéraux comme la Californie, ben oui. Dans les États comme le Texas, plutôt non, sauf en cas d'inceste, etc. Mais le point intéressant, c'est que cet arrêt, il a eu un impact, on a parlé souvent de tremblement de terre, il a eu un impact mondial et il a fait réagir tous les pays et surtout les pays occidentaux. Et je voudrais simplement pointer avec vous 3 réactions qu'il y a eu en Europe. Vous avez d'abord la réaction de l'Union européenne qui a adopté une proposition de résolution, donc qui est devenue une résolution du Parlement européen, qui donc demande au Conseil de modifier la charte sur les droits fondamentaux de l'Union européenne pour y insérer un article, et je vous le lis, « Toute personne a le droit de bénéficier d'un avortement sûr et légal ». Donc l'idée serait d'avoir dans cette charte un droit à l'avortement. Quelle est la difficulté, sans entrer dans trop de détails, c'est qu'il faut être dans le cadre du droit européen. Et donc il y aura la question de savoir si le droit européen s'applique, sinon la charte ne trouvera pas à s'appliquer. Deuxième type de réaction, la réaction française. Et en fait, la réaction française, qui était une réaction avec beaucoup d'espoir, est devenue un peu décevante, puisqu'il y a eu pas moins de 6 propositions de loi modificatrices de la Constitution pour y insérer le droit à l'avortement, avec un texte qui parlait vraiment de droit à l'avortement. Et puis, tout ça s'est dégonflé, notamment parce que le Sénat, l'Assemblée parlementaire française, y était favorable, mais le Sénat n'était pas favorable à ce qu'on parle de droit à l'avortement. Et je vous lis le nouvel article 62.2 de la Constitution française. C'est vraiment du tout nouveau, ça date du 1er février 2023. Le texte dit ceci: « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. » Donc en fait, ce que dit le texte, c'est rien, c'est aller voir dans la loi. Et donc si la loi est modifiée et qu'on dit c'est plus 14 semaines, le délai c'est 3 semaines, ben, la Constitution, on peut s'asseoir dessus. Donc en fait, ça ne sert strictement à rien. Donc mes collègues constitutionnalistes françaises, et pas que constitutionnalistes, me disaient encore récemment à quel point elles étaient déçues, puisqu'elles croyaient qu'on allait inscrire le droit à l'avortement, et finalement, en fait, c'est aller voir dans la loi, et en fait, rien du tout. En Belgique, où en sommes-nous? Eh bien, en juillet 2022, donc juste après l'affaire Dobbs qui a été rendue fin juin 2022, les écolos ont déposé une proposition de loi qui vise aussi à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Alors c'est un très beau texte. En plus, si on est vraiment constitutionnaliste et qu'on analyse des choses formellement, c'est possible parce que est proposé de l'insérer dans l'article 22 de la Constitution qui est ouvert à révision. Donc on pourrait le faire demain et dire on y va. Maintenant, si je vous réfère à ce que je disais avec la mise au frigo à cause du CDNV, évidemment l'ambiance est un peu moins enthousiasmante, mais en tout cas c'est faisable juridiquement aujourd'hui si on souhaite suivre cette proposition des écolos d'introduire ce droit à l'avortement dans la Constitution. Et il ne reste qu'un seul slide pour vous remercier. On va passer de l'IVG à la GPA, à la grossesse pour autrui, avec Catherine. Pour nous parler un peu de la place de l'autonomie de décision des femmes qui sont impliquées dans ce parcours GPA. Vous suivez des GPA. Est-ce que ces questions-là s'offrent à vous sur le terrain?
Et quel regard sur cette pratique avez-vous, vous qui êtes donc gynécologue, obstétricienne, spécialisée en PMA? Donc moi je travaille comme gynécologue dans une équipe de PMA depuis 18 ans et je m'occupe de PMA depuis 18 ans, d'abord dans l'équipe de Saint-Pierre avec Candy Sautin et depuis 4 ans dans l'équipe de Braine-l'Alleud avec Romain Imbert. Et donc ça fait longtemps qu'on travaille dans l'accueil de ces projets. Donc j'imagine que vous connaissez les présentations qui ont déjà été faites par mes collègues, mais on distingue 3 types de gestation ou de grossesse pour autrui. J'ai appris qu'il fallait dire grossesse pour autrui, pas gestation. Donc il y a les grossesses pour autrui qui sont que la mère porteuse est enceinte d'un embryon avec lequel elle n'a pas de lien génétique, et cet embryon est conçu suite à une procédure de fécondation in vitro, et c'est le couple parental, donc le couple d'intention, qui a un lien génétique avec l'enfant à naître. Ça, c'est les situations pour lesquelles on a le plus de demandes, puisque l'autre situation, c'est la maternité de substitution, où là, la femme est enceinte d'un enfant avec lequel elle a un lien génétique, et donc là, il n'y a pas besoin de fécondation in vitro, on fait des inséminations ou des auto-inséminations de spermatozoïdes à cette femme, et donc techniquement, elle n'a pas forcément besoin de passer par l'hôpital. Donc c'est surtout pour la grossesse pour autrui qu'on reçoit des demandes. Alors effectivement, il n'y a pas de cadre légal. Alors moi j'explique toujours aux patients que c'est pas autorisé mais c'est pas interdit. Et donc on va utiliser ce qu'il existe dans la loi pour se débrouiller pour que l'enfant devienne l'enfant de ses parents. Donc dans la loi est la mère celle qui accouche et est le père celui qui est son mari. En gros, c'est ce qui existe pour le moment. Donc qu'est-ce que les gens doivent faire? Et pour ça on les adresse, après leur avoir expliqué sommairement comment ça se passait, on les adresse toujours à un juriste pour établir le scénario de filiation. Et donc les gens, qu'est-ce qu'ils doivent faire? La mère va accoucher, elle va abandonner son enfant et le couple d'intention va adopter l'enfant. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que le père, qui est le père génétique de l'enfant, peut adopter l'enfant, peut reconnaître l'enfant, et alors là, ça facilite l'adoption par la mère. Mais c'est toujours compliqué de dire à une femme, voilà, vous allez être maman, vous allez passer par la gestation pour autrui ou par la grossesse pour autrui, et vous allez devoir adopter votre enfant. C'est ce qui se passait avant dans les couples de femmes, où la deuxième maman, donc la maman qui n'avait pas porté, devait adopter son enfant. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est une belle évolution dans la loi belge. Mais c'est toujours quelque chose que les gens vivent très violemment, hein, puisqu'on parle de violence faite aux femmes. Celle qui va devenir mère, qui est la mère d'intention, c'est-à-dire que c'est elle qui a imaginé qui a le désir d'enfant, va devoir adopter son enfant, alors que celle qui ne veut pas être mère, qui se considère un petit peu comme une famille d'accueil intra-utérine, et qui veut surtout pas être la mère de l'enfant, elle va être la mère par contre. Et donc ça pose toute une série de problèmes sur le congé de maternité, les indemnités, et tout ce que mes collègues juristes pourraient vous expliquer mieux que moi. Mais donc voilà, nous dès le premier contact, on leur explique, voilà, c'est pas interdit, mais c'est pas légal non plus, donc vous êtes un peu entre deux, il va falloir trouver un scénario pour que vous deveniez les parents de l'enfant. Alors, nous, on est surtout confrontés à ce moment un petit peu compliqué à gérer avec les gens. Mais quand on en parle aux juristes, ils disent que c'est complètement dangereux et insécurisant pour les gens de procéder comme ça, et que ça serait beaucoup mieux s'il existait un système où on peut signer une convention, ou en tout cas faire que dès la conception du projet, à la naissance de l'enfant, il sera clair qui sont les parents et qui est la mère porteuse. Voilà, moi ça c'est ce que je peux vous dire par rapport au vécu que j'ai des situations. À côté de ça, la gestation pour autrui est une procédure très anecdotique dans notre pratique. Hein. Il faut savoir qu'il n'y a que 5 centres en Belgique qui font vraiment ce genre de prise en charge de manière pluridisciplinaire et professionnalisante, si je peux dire ça comme ça, et pas de manière anecdotique.
et que ça correspond à peu près à 50 prises en charge par an et la naissance de 15 enfants par an. Enfin, je veux dire, par rapport aux 20 000 cycles de FIV qui se font chaque année en Belgique, c'est vraiment une toute petite goutte de notre pratique. Voilà, je ne sais pas si je réponds. Est-ce que, j'allais vous demander, est-ce que c'est une petite goutte dans votre pratique parce que beaucoup de couples, étant dans ce flou en Belgique, vont justement voir ailleurs, hein, on sait que beaucoup de couples homo, par exemple, masculins, vont faire porter l'enfant aux États-Unis. Et est-ce que s'il y avait une réglementation, de législation là-dessus, vous auriez plus de cas? Est-ce que voilà, ça libérerait peut-être? Il faut savoir que la préparation d'un projet de grossesse pour autrui prend 1 an. Entre recevoir le couple, vérifier l'indication, leur expliquer, vérifier qu'ils sont d'accord tous les deux, et puis recevoir le couple de la mère porteuse, voir s'ils ont bien prévu, envisagé toutes les situations, et puis les envoyer chez le juriste, les revoir, répondre à leurs questions, les envoyer chez la psy, préparer la grossesse, préparer la pré-grossesse. Ça prend 1 an de préparation à ces gens. Donc c'est pas... même si on avait un texte de loi, c'est pas on arrive, comme une signe des papiers, et puis voilà, c'est fait et c'est abouti. Donc même pour les couples d'hommes, parce qu'on en prend en charge des couples d'hommes, c'est pas interdit non plus, donc on prend en charge les couples d'hommes, c'est la même chose. Et je pense très honnêtement que ceux qui ont des sous, ils passent pas par chez nous, ils vont directement... C'est plus facile ailleurs. Ah bah oui. Oui, très clairement. Aux États-Unis, c'est 100 000 $. Le danger, évidemment, c'est qu'il y ait une commercialisation du corps de la femme qui a lieu ailleurs, évidemment. Évidemment. Donc dans tous les centres qui travaillent actuellement en Belgique, il n'y a pas de commercialisation. Et c'est d'ailleurs inscrit dans la loi, si je ne me trompe pas, qu'on ne peut pas commercialiser. Enfin, on peut pas. De toute façon, déjà maintenant, on ne peut pas faire de gestation pour autrui commerciale. C'est déjà écrit dans la loi, si je ne me trompe pas. Voilà. Ça c'est déjà écrit. Le problème c'est la filiation. Le problème c'est l'établissement de la filiation qui prend... parfois on voit des gens 3 ans après, c'est toujours pas réglé. Donc, que se passe-t-il s'il arrive quelque chose à la mère porteuse ou si le couple se sépare? Enfin, ça met les gens dans une insécurité et surtout l'enfant dans une situation compliquée. Après, je pense que pour notre prise en charge psychique, la préparation de cette parentalité particulière, de toute façon, il faut passer par là. Enfin, je pense que c'est important pour l'équipe et c'est important pour le couple d'intention et pour le couple de la mère porteuse de se mettre en situation de parentalité. Parce qu'il y a une différence entre le désir d'enfant, voilà, j'ai envie d'un enfant, je sais depuis 20 ans que je n'ai pas d'utérus, j'ai rencontré mon mari en sachant qu'un jour... si je voulais un enfant, j'aurais recours à la gestation pour autrui. Depuis qu'on sait que j'ai pas d'utérus, ma sœur me dit mais t'inquiète, je porterai ton enfant. Ça fait longtemps que j'y réfléchis quand je toque à la porte d'un service de PMA. Et puis il y a encore 1 an de préparation parce qu'entre ce désir-là, ce projet-là complètement abstrait, il faut passer dans la réalité. Comment se passe le suivi de la grossesse? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème? À quelle fréquence on se voit? Est-ce qu'on peut toucher mon ventre n'importe comment? Enfin, c'est des bêtes questions, mais on les met en situation. Et ça, c'est uniquement des équipes de psy et de médecins qui ont l'habitude d'évaluer, de préparer les gens, qui sont compétents pour le faire. Donc, voilà, je pense que ça, de toute façon, passer par une équipe pluridisciplinaire formée, expérimentée, ça me paraît indispensable. Mais rester dans ce flou juridique pour... la filiation de l'enfant, ça c'est vraiment compliqué. Surtout que finalement, quand les hommes vont le faire à l'étranger ou quand les couples, parce qu'il y a des couples hétéros qui vont le faire à l'étranger aussi, parce que c'est quand même, ça se fait aussi. Tout le monde n'a pas dans son entourage une femme qui serait d'accord de porter la grossesse. Donc il y a aussi des couples hétéros qui vont à l'étranger. Quand ils reviennent, c'est à la limite plus facile. J'exagère un peu, mais en tout cas, ça se fait déjà. Cette question de filiation, merci Catherine Houba. On va l'aborder avec Geoffrey Willems, justement, puisque le ministre de la Justice a pour projet de moderniser le code pénal pour le rendre plus lisible. Civil.
Moi, je civil, suis le civiliste. Donc, il y a eu le droit pénal, le droit constitutionnel et... Code civil, pardon. Geoffrey Williams, vous êtes professeur à la faculté de droit de l'UCL et vous avez un PowerPoint. Et j'ai un PowerPoint, oui. Voilà, merci beaucoup. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aussi remercier pour l'aimable invitation qui m'a été faite d'être là aujourd'hui pour discuter de thèmes qui sont fondamentaux et qui m'intéressent beaucoup. Je viens avec une double casquette parce que ma collègue Jeanne Sausson est malheureusement absente aujourd'hui et elle m'a envoyé un message ce matin pour voir si je ne voulais pas dire un petit mot de GPA. Alors je pense que c'est mieux de le dire avant de parler de la réforme de l'affiliation en général pour être raccord avec l'intervention de la docteure Houba. Et donc, à propos de la GPA, et en fait, beaucoup de choses que j'avais envie de dire, elle les a déjà dites. Je pense qu'effectivement, dans ce dossier, il faut certainement distinguer les configurations internationales des configurations internes à la Belgique. On connaît tous de très nombreuses histoires, belges, étrangères. La plus médiatique, c'est une française, c'est l'affaire Ménesson, avec une gestatrice californienne. Mais il y a, voilà, tous les ans en Belgique, des couples évidemment qui se rendent à l'étranger. La Californie n'est qu'une destination, l'Ukraine et la Russie étaient des destinations régulières auparavant, l'Inde. Et évidemment, la spécificité de ces dossiers internationaux, elle est double, parce qu'il y a d'une part la diversité des contextes internationaux, il y a d'autres États que la Belgique où les choses peuvent se passer dans des conditions qui nous paraîtraient éthiquement convenables, il y a des États où les choses sont beaucoup moins claires et beaucoup plus discutables, et donc c'est difficile quand les gens reviennent de trouver des approches tout à fait automatiques ou systématiques, parce que c'est évidemment très variable. Et le deuxième point crucial, c'est la force du fait accompli de la présence d'un enfant qui est revenu de loin, qui est maintenant en Belgique, et auquel on ne va pas faire porter tout le poids d'une attitude un peu de contournement de la loi, mais ce n'est pas une infraction pénale non plus en Belgique de se rendre à l'étranger pour procréer autrement. Donc il y a cet enfant qui est là, et c'est vrai qu'il y a le fait accompli est un rouleau compresseur, et on a tendance à dire à peu près dans toutes les situations maintenant, on reçoit cette filiation en Belgique parce que faire d'autre au fond. Et à mon avis, il faut très nettement distinguer ça de ce dont vous avez parlé, Dr Houba, c'est-à-dire de la GPA mise en œuvre en Belgique depuis le milieu des années 90 à peu près, si je ne me trompe pas. Effectivement, moi j'ai eu souvent l'occasion de discuter avec des médecins, le Dr Houba, le Dr Imbert également, Candice Autain, Laurie Lejeune de Liège. J'ai aussi discuté avec des psychologues, des équipes interdisciplinaires, et c'est vrai que quand on est juriste et qu'a priori on voit les choses d'une manière un peu abstraite, déjà ça donne corps aux choses, et puis ça dédramatise beaucoup, je dois dire, la question de la gestation pour autrui, parce qu'effectivement, comme elle l'a dit, on se rend compte d'un soin très important apporté à l'accompagnement, et je crois que la différence entre les demandes initialement formulées et le nombre de projets réellement accompagnés est déjà très important. Donc il y a comme ça un accompagnement et des exigences interdisciplinaires, un damage control ou un accompagnement si soigneux du processus qu'en fait les grands drames de la GPA que l'on craint quand on évoque la question ne se produisent pas. Il n'y a pas en Belgique de grandes affaires judiciaires d'une mère porteuse à qui on arrache son enfant, en tout cas quand ce sont des processus accompagnés dans des centres de PMA. Et à partir de ce point de départ, et de l'idée que c'est extraordinairement bien fait dans les centres de GPA, à Louvain, nous avons eu, et je parle, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé ensemble avec Jeanne Sausson, donc je relais une position un peu commune au sein de notre centre de droit de la famille, c'est que effectivement, on n'a pas réussi à légiférer sur la question. En 2007, quand on a fait la loi PMA, on y a songé, on y a renoncé parce que c'était trop compliqué parce que dès qu'on touche à la maternité, là, il y a quelque chose, il y a un lien évident avec la discussion sur l'avortement, c'est que là, il y a quelque chose d'explosif auquel, et donc, on a postposé la question à plus tard. Maintenant, ça fait donc bientôt 30 ans que la GPA se pratique. Il y a quand même une sorte de grand paradoxe à laisser faire quand même maintenant. On ne peut pas dire qu'on n'a pas vu. Ces enfants naissent. Est-ce qu'on ne doit pas prendre nos responsabilités de droit civil et organiser des modes d'établissement de la filiation
plus adéquat. Parce qu'effectivement, pour le moment, il y a le passage par l'adoption. Hein. En gros, le nœud du problème, c'est ça, c'est qu'on n'accepte pas qu'une femme dise « j'ai porté l'enfant et je me déprends de la filiation, je ne souhaite pas endosser la filiation juridique, j'ai porté l'enfant biologiquement, certes, c'est incontestable, mais je ne souhaite pas en être la mère formelle au sens juridique du terme, parce que je porte cet enfant dans le cadre d'un projet où j'aide d'autres personnes. On ne permet pas cela pour le moment, donc il faut attendre 2 mois et puis pouvoir consentir à l'adoption avec des aspects matériels ou pratiques que vous avez évoqués, aussi un aspect symbolique important, c'est-à-dire qu'on va avoir un temps bizarre hein, où le père aura reconnu l'enfant et en sera le père, mais celle qui sera mère avec lui, ce sera la mère porteuse, dont c'est pas du tout la place. Alors le droit dira quelque chose qui n'est pas conforme au réel de la situation. Et puis la mère, comme la mère intentionnelle, ben, elle sera un peu sur le côté du terrain et elle attend son heure. Donc c'est pas idéal. Et c'est vrai que compte tenu de tout cela et de l'idée que c'est ce qu'on pense, en tout cas, je vais laisser Joanne en dehors de tout ça et assumer seule ce que je dis sur ce point-là, mais il y a une lecture féministe possible de la GPA qui est de dire une femme peut exprimer son autonomie en disant « je n'endosse pas cette filiation ». Et j'accepte d'emblée que l'enfant auquel je donnerai naissance sera l'enfant d'une autre femme. Et donc il y a une dimension d'autonomie, à mon avis, que l'on peut voir. Et peut-être aussi, et j'emploie le mot un peu en tremblant, parce que c'est un mot qu'emploient les féministes et je ne suis pas sûre de ma légitimité, mais il y a peut-être une dimension aussi de sororité, parfois au sens strict, hein, quand une sœur porte l'enfant de sa sœur, mais aussi au sens plus général de femmes, parfois des amies de longue date et tout, qui font cet engagement. Voilà. Donc compte tenu de cela, nous, à Louvain, nous serions en faveur d'une législation, effectivement, qui permette aux personnes de faire une convention avant. Alors, il y a une proposition de loi en ce sens. Hein, la dernière en date, je crois qu'elle date de décembre 2019. C'est une proposition du SPA et disons que cette proposition, elle fait ça. Elle dit on fait une convention. Il me semble qu'ils l'ont un peu changé par rapport à d'autres propositions qu'ils avaient déposées avant parce que ce n'est pas leur coup d'essai. Hein. Chaque législature, ils redéposent le texte. Avant, il fallait que la convention passe chez le juge avant le lancement de la grossesse. Et maintenant, c'est simplement chez un notaire qu'il faudrait passer. Alors, sur ce point-là, on pourrait discuter, hein, est-ce qu'un passage au tribunal, dans une procédure qui ne serait pas contentieuse, hein, on irait avant faire état d'un accord, c'est pas plus sur le plan du solennel et sur le plan aussi de l'information qui peut être dispensée plus... Enfin, moi, je trouvais cette formule pas mal. Le notaire, c'est bien, mais ce n'est pas non plus toujours les questions dont les notaires sont les mieux avisés. Et donc, là, j'aurais probablement une hésitation. Mais le principe même d'une convention, vérifier d'une façon ou d'une autre pour être sûr que les gens voient bien où ils vont, sont bien au clair, ça me paraît de bonne guerre. Et alors, quand l'enfant naît, c'est l'enfant de sa mère tout de suite. Voilà, ça c'est mon point et on pourra en discuter. Donc là, j'ai fini de faire Joanne Sausson, si ça vous convient. Voilà, et donc je voudrais vous parler de ce dont moi ce pourquoi j'avais été moi invitée, et encore merci pour ça. C'est effectivement une proposition, enfin en tout cas une perspective de réforme du droit de la filiation en Belgique. Le Code civil entier est en rénovation, certaines parties c'est déjà fait. La partie de droit familial, elle résiste un peu à l'effort de rénovation et donc on s'y attaque tranche par tranche et la filiation est ici à l'ordre du jour. Alors mon premier point, c'est que c'est un chantier vraiment fort ambitieux. On veut clarifier et simplifier des textes législatifs un peu éparpillés qui se sont accumulés par réformes partielles successives pour répondre aux besoins à mesure qu'ils se présentaient. Et donc ça fait longtemps, depuis presque 20 ans, qu'on n'a pas fait un effort de synthèse et de mise en commun de tout pour remettre les choses au propre et clarifier. C'est à ça qu'on entend s'attaquer ici. Alors qu'est-ce qu'on doit mettre ensemble pour essayer de faire un régime de la filiation des enfants unifié, clair et simple autant que possible? C'est au moins 6 choses. La première chose, c'est que
même dans le contexte tout à fait traditionnel du couple hétérosexuel et même du couple hétérosexuel marié, la filiation c'est parfois bien compliqué. En témoigne la spectaculaire affaire Delphine Boel que nous avons tous suivie. Il n'y avait rien d'extravagant dans cette... Enfin si, il y avait des choses extravagantes dans cette situation, mais si on retire la question royale, la situation était très courante. Et disons que ce procès-là et tout un tas d'autres affaires, soumises notamment à la Cour constitutionnelle, ont montré les lacunes du droit de la filiation. Il y a eu des questions autour des délais pour faire les actions en matière de filiation, des questions autour du rôle que peut jouer la possession d'État, c'est-à-dire le lien affectif entre un homme et son enfant légal. Je ne m'étale pas. Mais donc, rien que dans la configuration la plus simple, il y a déjà des choses à régler, parce que la Cour constitutionnelle a censuré plein de points dans le régime actuel. Deuxième chose, on a fait en 2007 la loi PMA sur la pratique de la PMA, mais on n'a pas vraiment réglé la filiation. La question a été soulevée, on a dit, pas besoin de dispositions spécifiques, on va renvoyer aux dispositions qui existent déjà pour la filiation dans la procréation naturelle, et ça ira probablement très bien. Ça n'a pas toujours été très très bien. Et donc là aussi, il y a quelque chose à prendre en compte, quelque chose à corriger dans cet effort d'unification et de simplification. La GPA, bien sûr, dont on vient de parler, mon avis, et c'est celui du Centre de droit de la famille dont je fais partie, c'est que voilà, ça existe. Si on voulait l'interdire radicalement, il fallait probablement le faire il y a 20 ans. Maintenant, assumons et organisons un régime clair pour ces enfants correspondant à la situation des personnes. Voilà déjà 3 choses à mettre ensemble qui ne sont pas si simples. Et puis, il y a l'homoparenté et l'homoparentalité. En 2014, on a fait quelque chose pour les couples de femmes, un régime de filiation spécial pour elles, qui fait l'objet d'une tranche spécifique dans le Code civil. C'est le régime de la comaternité. Voilà, alors c'est pas très satisfaisant d'avoir ce régime en particulier qui vient comme un ajout, c'est pas entièrement cohérent avec les choses auxquelles on l'a ajouté, et alors il y a la question des hommes qui eux n'ont pas la copaternité pour le moment, à régler aussi. La filiation transparentale, les parents transgenres, depuis 2017 en Belgique, il n'y a plus de conditions médicales pour le changement de sexe civil, donc il y a des gens qui peuvent procréer conformément au sexe qu'ils ont abandonné. Ça complique évidemment les choses. On a adopté un article 135/1 qui n'est ni très lisible, ni très clair, ni très satisfaisant. Donc il va falloir le rebrasser, le remixer et faire quelque chose de bien. Et puis, mais je dois dire que c'est un peu moins prégnant parce que les revendications autour de ça sont, me semble-t-il, moins fortes. C'est la question de la multiparenté. C'est dans l'air du temps. Certains pays commencent à envisager que l'on puisse en fait avoir non plus 1 ou 2 parents, mais peut-être 3, peut-être 4. Voilà. Ils sont rares à l'avoir fait pour de vrai, mais c'est dans l'air du temps et ça fait partie des choses dont le gouvernement souhaite discuter. Alors comment réaliser ce chantier quand même considérable? C'est vrai qu'au cœur des solutions proposées, il y a l'idée de dégenrer le droit de la filiation, c'est-à-dire quelque part Est-ce que je peux prendre la bouteille d'eau là? Merci beaucoup. Quelque part dénouer le lien entre l'identité sexuelle ou de genre des personnes et la façon dont la filiation est établie. Et là, je dois dire qu'une chose qu'on doit avoir à l'esprit en commençant, c'est que, dans une certaine mesure, ça existe déjà depuis plusieurs années. Songeons en premier lieu à la filiation des coparentes ou des commères dans les couples de femmes. La situation est réglée depuis 2014. Quand on a créé le régime pour savoir comment établir la filiation de ces commères, on a procédé par recopiage, décalcage des dispositions de la filiation paternelle. Et tout le monde l'a écrit à l'époque. Donc on a là pour la première fois en 2014 des femmes dont la filiation est établie franchement sur le modèle de celle qui était jusqu'à présent exclusivement la filiation des pères. Vous me suivez sur ce point? Oui. Pardon. La deuxième étape, elle est nettement plus importante, à vrai dire. C'est précisément la loi transgenre de 2017 qui va permettre, notamment, parmi d'autres possibilités, qu'un homme transgenre conserve ses facultés procréatrices de femme. Il a un utérus, il peut porter un enfant, il peut accoucher d'un enfant. C'est le cas très médiatique de l'homme enceint. Et cet homme enceinte, que fait-on en Belgique pour le moment? C'est cette fameuse disposition de filiation dans la transgenre. On lui applique la filiation maternelle.
il accouche et c'est ça qui fonde sa filiation à l'égard de l'enfant. Et puisque sa filiation est établie sur base de la filiation maternelle, on le désigne comme mère. Hein. Donc c'est un homme, mais c'est une mère. D'accord ? Donc je vous disais que ce n'était pas entièrement convaincant ou satisfaisant. Mais ça montre bien que la dissociation, elle existe déjà un petit peu. Et puis un point à avoir à l'esprit, c'est que en 2019, la Cour constitutionnelle nous a dit le droit belge de l'identité de genre se flexibilise parce qu'on peut changer de sexe sans modification corporelle, donc c'est très bien. Mais par contre, il n'y a pas de place dans votre système pour les identités non binaires. Hein, et donc la Cour constitutionnelle a dit il faut changer la loi et trouver quelque chose, merci beaucoup. Il faut trouver un régime pour les personnes non binaires. Ça montre aussi en fait la nécessité d'envisager de dégenrer la filiation, parce que quand une personne non binaire aura un enfant, il faudra bien lui appliquer des règles de filiation qui ne pourront pas être celles de la filiation maternelle ou paternelle. Ce sera tout ce qu'on veut, mais ce sera autre chose, puisque précisément ils n'ont pas d'identité masculine ou féminine. Donc je dirais, en appréhendant le projet du gouvernement, et à ce stade ce n'est qu'une réflexion préliminaire à laquelle sont associés les professeurs de droit de la famille, et notamment l'équipe de Louvain. Voilà, pour dédramatiser un peu, il faut dire que le lien s'est déjà nettement distendu, et là je vous explique, et je n'ai plus qu'une slide après, qu'est-ce que ce serait exactement et concrètement une filiation dégenrée ? Ce serait un droit de la filiation où on fonctionnerait sur une liste de critères, une liste d'indicateurs, une liste de fondements possibles d'un lien de filiation juridique qui fonctionnerait totalement indépendant de l'identité sexuelle ou de genre des protagonistes. Donc on dirait accoucher, la personne qui accouche, c'est une base possible pour la filiation. Être marié avec une personne qui a accouché, pareil, c'est une base possible. Avoir un lien biologique avec l'enfant, même chose. Avoir manifesté la volonté d'être parent, c'est aussi un fondement possible de la filiation. Par exemple, si on a fait une convention avec un centre de PMA en disant « je suis dans un projet parental ». Avoir un lien affectif profond, durable avec un enfant, c'est aussi un fondement possible de la filiation déjà aujourd'hui. Et on listerait alors des critères susceptibles de fonctionner indépendamment de l'identité sexuelle, féminine, masculine ou non binaire des personnes, et on les désignerait de la sorte comme parents. Si l'application de ces critères désigne des personnes et qu'il y a un conflit, une concurrence pour savoir qui va pouvoir avoir le titre de parent de l'enfant, eh bien le juge pourra alors arbitrer au cas par cas et sur base de l'intérêt de l'enfant et désigner ceux qui seront les parents. Alors ce type de solution existe déjà, et un exemple typique c'est la province canadienne de l'Ontario, hein, qui a réformé son Children's Law Reform Act avec notamment voilà, une liste qui de cette manière dresse des indicateurs ou des critères susceptibles de fonder la filiation, et puis ça s'applique à n'importe qui indépendamment du genre. Alors je vais tâcher de répondre un tout petit peu à la question que l'on m'avait posée par écrit. À mon avis, dégenrer l'établissement de la filiation comme ça, mais je parle voilà, d'où je suis, c'est-à-dire que je suis un homme cisgenre hétérosexuel. Alors de mon point de vue, dégenrer le processus d'établissement de la filiation n'implique pas en tant que tel des risques significatifs du point de vue des droits des femmes, peut-être à la différence de points spécifiques comme l'accouchement discret ou la gestation pour autrui, parce que malgré ce que moi je vous en ai dit et ce que j'en pense, je conçois que là il y ait matière à discussion. Hein, ce que je vous ai dit à propos de l'établissement de la filiation dégenrée ne me paraît pas en soi problématique ou dangereux, mais je n'ai pas encore réfléchi pendant des mois à la question, c'est une question relativement nouvelle. Un point d'attention malgré tout, qui est secondaire chronologiquement, c'est la question du statut parental qui découle de cet établissement dégenré de la filiation. Parce qu'au fond, deux possibilités sont possibles, deux possibilités sont envisageables. La première, c'est que ensuite de ce processus dégenré d'établissement de la filiation, on va attribuer aux personnes un statut parental correspondant à leur identité de genre qu'ils ont choisie. C'est-à-dire que lorsque la filiation d'une femme aura été établie, peu importe la façon, peu importe le critère, on dira qu'elle est une mère. Si une personne qui s'identifie comme homme
est désigné parent par le système dégenré, il sera alors le père, conformément à son identité. Et si c'est une personne non binaire, on lui gardera le titre neutre de parent, qui correspond à son identité personnelle. Ça, c'est une hypothèse 1. Et l'hypothèse 2, c'est de dire, non, c'est pas logique, écoutez, le processus est dégenré, le résultat devrait l'être aussi. Si on peut fonder la filiation sur des critères indépendamment du sexe et du genre, ça veut dire que le sexe et le genre n'ont rien à dire en matière de filiation. Tout le monde sera alors parent. Le processus dégenré conduit à un statut dégenré et disparaissent alors au profit du seul terme parent les statuts de mère et de père. Et là, évidemment, la disparition du statut de mère en droit civil, c'est une autre paire de manches en termes d'approche de droits des femmes. Je vois deux risques, et j'en termine par là, je vous le promets. Le premier, et je dois dire qu'il m'est apparu pleinement lorsque j'ai discuté avec les organisatrices du colloque pour préparer ceci, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une sorte de dilution du propos féministe autour des questions liées à la grossesse et à l'accouchement. C'est-à-dire qu'on dénoue le lien de façon absolue entre l'identité de femme et ces enjeux-là, puisque ce seront des enjeux parentaux et qu'il n'y aura plus de parents genrés. Et donc je trouve que ça, c'est évidemment un risque. Et pour à nouveau utiliser un terme féministe en me préoccupant de ma légitimité, on peut y voir un vecteur d'invisibilisation de la parole spécifique des femmes sur ces questions. Et donc voilà, ça c'est certainement une préoccupation. Le deuxième problème potentiel, et à mon avis il est encore plus fondamental, c'est que cette proposition éventuelle de supprimer les statuts de mère et de père, c'est le reflet ou l'écho, ou bien c'est en tout cas étroitement lié à une autre proposition plus générale et donc peut-être encore plus radicale, qui est de supprimer tout bonnement les identités de femmes et d'hommes dans l'état civil. D'accord ? Et cette proposition est formulée, notamment par mes collègues gantois, dans l'article qui est affiché sur la DIA. Ce n'est pas un simple article, ce sont des gens qui ont été mandatés aussi par le ministère de la Justice, et ils le disent en introduction du papier, pour penser à un système intégrant les personnes non binaires. Leur proposition, c'est une abrogation du sexe à l'état civil, et donc c'est plus seulement mère et père qui disparaissent, mais aussi femmes et hommes. Et là, je trouve qu'il y a des risques pour les droits des femmes qui sont significatifs, des risques symboliques, certainement, parce que son identité de femme, on a probablement toutes les raisons d'y tenir, et que le simple fait que ça ne soit plus considéré comme un élément de l'état civil est en soi problématique, de même que c'est problématique pour les hommes, de même aussi que c'est problématique probablement pour certaines personnes trans, de ne plus avoir droit à la formalisation de l'identité qu'elles ont cherché à obtenir, parfois au terme d'un long parcours. Mais il y a aussi les enjeux pratiques. Et je ne vais pas vous en entretenir longuement, mais je dois dire que dans les propositions de suppression du sexe, il y a encore des angles morts, notamment en ce qui concerne les normes sexospécifiques protectrices, violences, les mutilations génitales et d'autres dispositions, mais aussi les politiques antidiscriminatoires ou de discrimination positive, les quotas, etc. Les espaces non mixtes, il y a des espaces non mixtes qui perdurent, et parfois ils sont non mixtes pour de bonnes raisons. Et donc voilà, ces enjeux-là commencent à être discutés, mais ils ne sont certainement pas réglés, et pour moi, il faut s'y attacher assez longuement avant d'avancer vers la solution d'une suppression du sexe civil. En grande synthèse, la position louvaniste, c'est qu'il est possible de faire de la place aux nouvelles identités et singulièrement à la non-binarité sans le faire au détriment des identités classiques qui continuent à faire sens pour une majorité de personnes et qui continuent d'avoir un impact symbolique certain en droit, mais aussi un impact pratique non moins certain sur tout un tas de pans de la législation. Et donc, c'est à considérer... Enfin voilà, l'abrogation ne nous paraît pas souhaitable, mais la création de catégories supplémentaires par an pour les personnes non binaires et à l'état civil pour ces personnes non binaires, ou bien rien du tout, je ne veux pas être enregistré, ça me paraît être suffisant pour embrasser la diversité d'une manière respectueuse de tous.